Buenos Aires, une ville à la vie trépidante et aux luttes cachées, s'anime chaque soir sous les lumières de ses avenues. Entre les rires, la musique et le tumulte de la ville, une tension sourde plane, invisible pour ceux qui ne la cherchent pas. Mais ce soir-là, la ville est devenue le théâtre d'une tragédie qui entrait une nation tout entière, bouleversant le quotidien de milliers de familles. Par une fraîche soirée de septembre 2025, 3 amies inséparables, Brenda del Castillo, Morena Verdi et Lara Gutiérrez, se sont retrouvées pour ce qui semblait être un vendredi soir ordinaire. Elles avaient prévu de profiter de la vie nocturne, de danser, de rire, de partager des secrets et des rêves, comme tant d'autres jeunes femmes de leur âge. Elles ont quitté leur maison avec des rires et des promesses de se retrouver plus tard, ignorant que ce serait leur dernier au revoir. Leur famille, confiante, pensait qu'elles reviendraient comme toujours, fatiguées mais heureuses. Mais alors que la nuit avançait, l'inquiétude a commencé à s'installer. Les appels restaient sans réponse, les messages non lus s'accumulaient, les heures défilaient et l'attente devenait insupportable. Le silence s'est approfondi, transformant l'inquiétude en effroi. Les familles, d'abord rassurées, ont senti la peur s'insinuer dans chaque recoin de la maison. Au matin, l'espoir a cédé la place à la panique. Les filles avaient disparu sans laisser de traces, comme si la nuit les avait englouties. Les rues familières semblaient de soudain hostiles et étrangères. Désespérées, leurs familles ont cherché partout, refaisant leurs pas, interrogeant voisins et passants, collant des affiches, implorant de l'aide auprès de quiconque voulait bien écouter. La police a été alertée, mais le sentiment de peur et d'impuissance avait déjà saisi la communauté. Les rues bruissèrent de rumeurs et la solidarité s'organisait dans l'urgence. Dans les quartiers vulnérables, la disparition de 3 jeunes femmes était plus qu'une tragédie privée. C'était un sinistre présage, révélant la fragilité de la sécurité et la peur partagée par tant de familles. Leur histoire allait bientôt devenir une obsession nationale, exposant des horreurs que personne n'était préparé à affronter, et forçant tout un pays à regarder en face ses propres démons. La tragédie a commencé par un message numérique, une offre de $300 chacune pour assister à une fête en périphérie de la ville. Pour Brenda, Morena et Lara, confrontées à des difficultés économiques, la promesse était tentante. Mais l'invitation était un piège calculé, concocté par un gang de trafiquants de drogue locale pour exploiter leur vulnérabilité. La soi-disant fête était une ruse, un appât pour un cauchemar méticuleusement planifié. Les enquêteurs ont appris plus tard le motif, vengeance pour un paquet de cocaïne volée. Le message du gang était clair, les défier, et les conséquences seraient brutales. Le voyage des filles n'était pas une recherche de plaisir, mais une marche involontaire vers une embuscade mortelle. L'invitation était le premier pas d'un plan de représailles de sang-froid. Après avoir accepté l'invitation, les filles, insouciantes et pleines d'espoir, ont été emmenées dans une maison isolée à la périphérie de la ville. Elles pensaient en passer une soirée ordinaire, loin de se douter que ce lieu deviendrait le théâtre d'un drame inimaginable. À leur arrivée, le prétexte d'une fête s'est rapidement dissipé. Les décorations abandonnées et l'ambiance glaciale révélaient une toute autre réalité, bien plus sinistre que ce qu'elles auraient non pu imaginer. Elles ont été saisies, torturées et assassinées, victimes d'une démonstration impitoyable de pouvoir d'un gang. Les assaillants, organisés et sans pitié, ont orchestré chaque étape avec une froideur terrifiante, ne laissant aucune chance à leurs victimes. Les autorités ont rapporté que la torture a été diffusée en direct sur un groupe Instagram privé, transformant leur souffrance en spectacle. Cette diffusion, destinée à choquer et à intimider, a ajouté une dimension de cruauté et d'humiliation à l'horreur déjà insoutenable. Que le live stream ait existé ou non, la rumeur seule a suffi à enflammer l'opinion publique. L'indignation nationale s'est propagée comme une traînée de poudre, alimentée par la peur, la colère et l'incompréhension face à une telle barbarie. Les tueurs, conscients de l'ampleur de leurs crimes, ont tenté d'effacer les preuves en engageant d'autres personnes pour nettoyer la scène. Ils ont effacé toute trace, espérant échapper à la justice et à la mémoire collective. Les corps ont été enterrés dans des tombes peu profondes, dissimulés à la hâte dans l'espoir de ne jamais être retrouvés. Mais la vérité finit toujours par refaire surface. Leur absence est devenue une blessure ouverte dans la communauté, bientôt déchirée par la découverte dévastatrice des corps. Le deuil s'est transformé en une onde de choc collective. Le crime était méthodique, la cruauté inimaginable. Les enquêteurs, bouleversés, ont découvert l'ampleur de la violence et la minutie avec laquelle tout avait été orchestré.
Le silence qui a suivi allait bientôt être brisé par le chagrin et la colère, alors que la nation entière réclamait justice et vérité pour les victimes de cette nuit d'horreur. Quelques jours plus tard, la police a retrouvé les corps de Brenda Morena et Lara, enterrés dans des sacs en plastique. La nouvelle a stupéfié l'Argentine, éteignant l'espoir et déclenchant un deuil collectif. La jeunesse des victimes et la cruauté du crime ont choqué une nation peu habituée à une telle brutalité. L'histoire a dominé les gros titres et les réseaux sociaux, unissant le pays dans le chagrin et l'indignation. Leurs visages sont devenus des symboles de l'innocence perdue et de l'échec systémique. Les meurtres n'étaient pas considérés comme isolés, mais comme un symptôme d'une maladie sociale plus profonde. Le crime a exposé la vulnérabilité des jeunes femmes dans les communautés négligées. L'Argentine a été contrainte de faire face à une nouvelle réalité terrifiante. L'indignation publique a alimenté une réponse policière rapide. La scène du crime est devenue le centre d'une enquête médico-légale massive, les preuves numériques menant à des arrestations rapides. 2 hommes et 2 femmes ont été détenus, des acteurs clés, mais pas les cerveaux. Parmi eux se trouvaient ceux qui avaient été engagés pour nettoyer la scène, révélant la glaçante organisation du gang. Le motif était clair, un meurtre punitif pour envoyer un message. Le chef du gang, toujours en fuite, avait ordonné les meurtres pour affirmer sa domination. L'enquête visait maintenant à démanteler l'ensemble du réseau criminel. Le public exigeait des comptes à tous les niveaux, des tueurs aux chefs de gang. L'affaire est devenue un test de la détermination de l'Argentine contre le crime organisé. Dans leur chagrin, les familles de Brenda Morena et Lara ont pris la parole, refusant que leur fille soit réduite à des statistiques. Face aux caméras et aux micros, elles ont partagé leur douleur, mais aussi leur détermination à obtenir justice. Les parents, les frères et sœurs, les amis, tous ont raconté qui étaient Brenda et Lara, rappelant leurs sourires, leurs rêves et la vie qui leur a été arrachée trop tôt. Leurs histoires sont devenues le cœur d'un mouvement national, redonnant leur humanité aux jeunes filles. Les veillées et les hommages se sont multipliés, transformant la mémoire de Brenda et Lara en symbole d'une lutte collective. Les photos, les bougies, les chants, tout rappelait que derrière chaque nom, il y a une vie, une famille, un vide immense. Des groupes féministes se sont mobilisés, présentant les meurtres comme faisant partie d'une épidémie plus large de féminicide et de négligence de l'État. Les militantes ont organisé des marches, brandissant des pancartes et scandant des slogans pour dénoncer l'inaction des autorités et la banalisation de la violence envers les femmes. L'Église catholique s'est jointe au tollé, blâmant des années d'abandon politique pour la montée de la violence. Les prêtres ont appelé à la solidarité et à la compassion, insistant sur la nécessité d'une réponse morale et sociale à cette crise. Ces voix, familles, activistes, clergés, ont formé une puissante coalition exigeant justice et changement. Ensemble, ils ont organisé des réunions publiques, des forums et des campagnes pour sensibiliser l'opinion et interpeller les responsables politiques. Elles ont insisté pour que la tragédie ne soit ni oubliée ni minimisée. Les familles ont refusé de quitter les places publiques tant que des réponses concrètes ne seraient pas apportées, maintenant la pression sur les autorités. Leur cri collectif a transformé le chagrin en un appel à une réforme systémique. La douleur s'est muée en force, en espoir, en volonté de changer les lois et les mentalités pour protéger les générations futures. La conversation est passée du crime individuel aux conditions qui l'ont permis. Désormais, c'est toute la société qui s'interroge sur ses responsabilités et sur les moyens d'empêcher que de telles tragédies ne se reproduisent. Les meurtres ont exposé les profondes fractures du tissu social argentin. Dans les villas qui entourent Buenos Aires, la pauvreté et le chômage ont créé un terrain fertile pour les gangs. Les mesures d'austérité ont supprimé le soutien, rendant les communautés vulnérables. Les gangs de trafiquants de drogue comblent le vide, offrant argent et appartenance là où l'État a échoué. Pour beaucoup, le choix entre la pauvreté et les narcos n'est pas un choix du tout. Les criminels deviennent à la fois prédateurs et pourvoyeurs, ce qui les rend difficiles à affronter. La vulnérabilité des filles n'était pas seulement personnelle, elle était structurelle, née d'une négligence systémique. Leur mort était une accusation cinglante d'un contrat social brisé.